Pour des raisons de clarté, je traite séparément la politique intérieure de la Convention et sa politique extérieure. Sa politique intérieure est simple, c'est de faire la guerre au peuple français. Et sa politique extérieure, c'est de faire la guerre à toute l'Europe. Après la bataille de Valmy, le 20 septembre 1792, le lendemain de laquelle fut proclamée la République, les armées autrichiennes et prussiennes sont repoussées. Il faut dire que les Prussiens sont peu motivés. Ils se préoccupent déjà plutôt du partage de la Pologne. Et les troupes françaises prennent même Nice et la Savoie. Et la victoire de Jemmapes, remportée en Belgique par Dumouriez le 6 novembre 1792, ouvre la porte de la Belgique, les Pays-Bas autrichiens et de toute la rive gauche du Rhin. Mais dès que cette région se trouve menacée, qu'est-ce qui se passe? L'Angleterre s'inquiète. En Angleterre, c'est George III qui est sur le trône et le Premier ministre est William Pitt, deuxième du nom. Et aussitôt après l'exécution du roi, le 21 janvier 1793, l'Angleterre s'occupe de coaliser toute l'Europe contre la France. À commencer par l'Espagne, sur laquelle règne Charles IV de Bourbon, ainsi que le Portugal, le Saint-Empire, dont l'empereur est François II de Habsbourg-Lorraine, la Prusse de Frédéric-Guillaume de Hohenzollern, ainsi que le Piémont-Sardaigne, sur lequel règne la maison de Savoie, le royaume des deux Siciles, en somme, pratiquement toute l'Europe. Mais en réalité, c'est la Convention qui va déclarer la guerre à l'Angleterre d'une part, et d'autre part à la Hollande, pour une raison simple, c'est qu'elle convoite les richesses de la Banque d'Amsterdam. Il ne suffit pas de piller la France, il faut aussi piller les voisins. Les troupes de la coalition sont commandées par le prince de Saxe-Cobourg. Et celui-ci va commencer par battre Dumouriez à Neerwinden le 18 janvier 1793 et de nouveau le 21 janvier à Louvain. Après ces défaites, Dumouriez est menacé d'arrestation. Ne serait-il pas un traître? En réalité, Dumouriez aurait bel et bien l'intention de marcher contre la Convention, mais afin de rétablir la Constitution de 1791. Mais ces troupes refusent de marcher, si bien que Dumouriez passe à l'ennemi avec tout son état-major, et dans cet état-major, on trouve le duc de Chartres, futur duc d'Orléans. C'est le fils de Philippe Égalité, et c'est le futur Louis-Philippe. Tous les territoires conquis sont perdus aussi bien à la rive gauche du Rhin que Nice et la Savoie. Et les armées décoalisées progressent partout. C'est à ce moment que sont constitués le comité de salut public, ainsi que le comité de sûreté générale et de surveillance. N'oublions pas la surveillance. Mais le conventionnel Carnot, qu'on surnommera plus tard l'organisateur de la victoire, prend les choses en main et il décrète la levée en masse le 23 août 1793, c'est-à-dire la conscription, le service militaire. Et tous les hommes de 18 à 25 ans sont appelés sous les drapeaux. Cette levée en masse permet de faire passer les effectifs de l'armée de 200 000 à 800 000 hommes. Il ne faut pas oublier que la France est fort peuplée. Et ainsi partout l'ennemi put être repoussé. Mais la levée en masse a eu un effet inattendu, c'est le soulèvement des provinces de l'Ouest. Celle-ci était déjà excédée par la persécution des prêtres, ainsi que par l'exécution du roi. Mais ce qui change, c'est qu'avec la conscription, les hommes se réunissent pour être recensés. Et une fois qu'ils sont réunis, eh bien, ils s'unissent. Leurs premiers chefs seront Stofflet, Catilino, et puis ils iront mettre à leur tête des nobles. Bonchamp, La Roche-Jacquelin, Charette. Et l'armée vendéenne, qui prend le nom d'armée catholique et royale, remporte des victoires et elle prend plusieurs villes, parmi lesquelles Cholet. Mais elles ne parviennent pas à s'emparer de Nantes. Et par la suite, elles subissent cette fois un échec à Cholet, infligé par Kléber. Et à ce moment-là, les Vendéens, non seulement les soldats, mais les femmes et les enfants, car tous sont menacés, franchissent la Loire. C'est ce qu'on appelle la virée de Galerne. Et ils cherchent à faire leur jonction avec la chouannerie normande. Mais ils seront battus au Mans et à Savenay en décembre 1793. Il faut parler des colonnes infernales menées par Turreau. Ces colonnes infernales ravagent la Vendée, non seulement pendant les guerres, mais surtout après, une fois même que le danger étranger est écarté. On ramène les troupes de l'étranger, les fameux Mayençais qui avaient pris part au siège de Mayence, pour exterminer les Vendéens. Les hommes, les femmes et les enfants. Ce massacre sera organisé, planifié, accepté par la Convention. Et le premier à le dénoncer sera un certain Gracchus Babeuf, par ailleurs auteur de la conspiration des égaux. Et Babeuf sera le premier à révéler ce système de dépopulation appliqué à la Vendée. Et à la même époque se produisent les noyades de Nantes, pareil, hommes, femmes, enfants attachés ensemble et jetés dans des bateaux que l'on coule au milieu de la Loire. C'est Carrier qui est l'auteur de cette très belle idée, et cela a eu lieu de novembre 1793 à janvier 1794. Au cours de l'été suivant, l'année 1794, la situation militaire va se retourner définitivement, car Jourdan va battre le prince de Cobourg à Fleurus, le 26 juillet 1794. Et ce rétablissement de la situation militaire fait perdre leur justification aux mesures de terreur. Si bien qu'une coalition se forme contre Robespierre début juillet 1794. Il faut dire que Robespierre, à la tribune de la Convention, avait déclaré « Il y a des corrompus parmi nous et j'ai leur nom ».
Et tout le monde, bien sûr, s'était senti visé. Et c'est ainsi que Robespierre fut arrêté le 9 Thermidor, selon le calendrier républicain, joliment établi par Fabre d'Églantine, c'est-à-dire le 27 juillet 1794. Il fut libéré le lendemain par la Commune de Paris, puis arrêté de nouveau, blessé à la mâchoire d'un coup de pistolet par le gendarme Merda, et enfin exécuté avec ses partisans. Les prisonniers politiques, qui sont très nombreux, sont amnistiés et libérés. Et les principaux terroristes sont exécutés, parmi lesquels Carrier, mais il y en a bien d'autres. C'est la période qu'on appelle celle de la Convention thermidorienne. Et la guerre continue malgré tout, mais en faveur de la France. Et Pichegru conquiert les Provinces-Unies. Il entre à Amsterdam en janvier 1795. Et il parvient à s'emparer de la flotte hollandaise à la faveur du gel du Rhin qui a immobilisé les bateaux, si bien qu'on voit ce spectacle inattendu des hussards qui capturent une flotte. Et la première coalition se disloque. C'est la faiblesse des coalitions. On dit toujours que l'union fait la force. Non, l'union fait la faiblesse. Le premier à faire des offres de paix est Frédéric Guillaume II de Prusse. Il est en effet en conflit avec la Russie à propos du fameux partage de la Pologne. Et d'autre part, l'Espagne de Charles IV de Bourbon s'inquiète des visées anglaises aux Antilles. Et donc en 1795, les Provinces-Unies cèdent à la France les provinces qui sont au sud du Rhin, c'est-à-dire la Zélande, le Limbourg et le Brabant. Et par ailleurs, ces provinces hollandaises et la Belgique, c'est-à-dire les Pays-Bas espagnols, sont purement et simplement annexées, en vertu de la fameuse théorie des frontières naturelles chère à Richelieu. Il y a aussi des territoires allemands annexés Mayence et Worms. Tous ces territoires sont divisés en départements, tout comme la France, et soumis aux mêmes douces lois de la République. Cette République est une et indivisible. On ne peut donc pas faire de soustraction, mais apparemment, on peut faire quelques additions.